Bonjour. Alors, quand on pense à la conception d'une pièce mécanique, même un truc simple pour une voiture, on imagine que c'est assez direct. Oui, on pourrait croire. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Et surtout, il y a une exigence absolue. Il faut que ça fonctionne parfaitement et sans aucun danger. C'est la base. La vraie question, c'est comment on peut en être sûr, certains même, avant de se lancer dans une production qui coûte cher, très cher même. Oui, avant d'investir massivement. Voilà, c'est pile le sujet qu'on explore aujourd'hui, la simulation numérique en conception mécanique. C'est une technologie qui a vraiment tout changé dans ce domaine. Ah oui, ça a bouleversé pas mal de choses. Notre discussion va s'appuyer sur un document qui s'appelle l'impératif de la simulation numérique en conception mécanique. Et ce texte, il explique bien pourquoi cet outil, c'est plus vraiment une option aujourd'hui. C'est devenu central, en effet. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ce changement, comment la simulation est passée d'un outil pratique à une vraie nécessité pour les ingénieurs, pour les entreprises. Bon, alors on y va, on décortique ça. Allons-y. Et c'est important de dire tout de suite qu'on parle pas juste de faire de jolis dessins en 3D sur un ordinateur, hein. Ah non, c'est plus que ça. Beaucoup plus. L'enjeu, le vrai enjeu, c'est la prédiction. C'est pouvoir prédire comment un produit va se comporter. C'est de valider la conception sur le plan technique. Et la sécurité, j'imagine. Exactement. Garantir la sécurité pour l'utilisateur final. Et puis, au bout du compte, c'est aussi une question de compétitivité industrielle. Ça transforme véritablement la façon de concevoir en profondeur. D'accord, c'est clair. Alors pour être sûr qu'on parte sur les mêmes bases, la simulation numérique, dans ce contexte, c'est quoi exactement? Si je comprends bien, l'idée c'est de créer un modèle virtuel d'une pièce ou d'un système sur ordinateur C'est ça. Un jumeau numérique en quelque sorte. et de le tester virtuellement, de simuler les conditions réelles d'utilisation, mais tout ça avant de fabriquer quoi que ce soit de physique. Précisément. Avant même le premier prototype. Et la source sur laquelle on s'appuie, elle insiste sur le rôle essentiel de la simulation pour, je cite, optimiser, Donc, rendre meilleur, plus performant. valider Confirmer que ça marche comme prévu, que ça répond au cahier des charges. et fiabiliser. Ça, c'est s'assurer que ce sera durable et sûr dans le temps. D'accord. Et les bénéfices concrets, comme le montre bien le document, ils sont vraiment significatifs. Le premier qui saute aux yeux, c'est la réduction des coûts. Et là, c'est assez énorme. Moins de prototypes physiques, c'est ça? Exactement. Moins de protos à construire, à tester, à ajuster, parfois même à casser pendant les essais. Ça fait économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Logique. Et en parallèle, on gagne aussi énormément sur les délais de développement. Une simulation, même complexe, ça tourne beaucoup plus vite que de planifier et réaliser des tests physiques, qui peuvent prendre des semaines, voire des mois. Ah oui, quand même. Pillage de matières premières. On évite de fabriquer des versions qui ne marchent pas. C'est mieux pour la planète aussi. C'est pas négligeable. On pourrait prendre une image, si vous voulez. C'est un peu comme si un architecte pouvait tester virtuellement la résistance de son pont. Ah oui. Face à une tempête, au poids maximum des camions, ou même à un séisme, quoi. Tout ça sur son ordinateur, avec une bonne fiabilité, avant de poser la première pierre. La simulation, ça apporte ce niveau de confiance, cette capacité d'anticipation. C'est une bonne image. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant. Le document mentionne des avantages techniques très précis. Le premier, c'est la validation par rapport aux normes. On voit des sigles partout, EN, ISO, ASME, NF. Concrètement, ça veut dire quoi pour un ingénieur? Valider par rapport à ces normes avec la simulation. Alors ça, c'est absolument fondamental. Ces normes, ce ne sont pas juste des suggestions, hein. Non, c'est obligatoire. Dans beaucoup de cas, oui, ou disons incontournables. Ce sont des référentiels techniques, souvent internationaux, qui définissent des exigences très précises sur la qualité, la performance, la sécurité des utilisateurs, parfois même sur la compatibilité entre pièces. D'accord. L'international. Ah oui, carrément. Pire encore, mettre sur le marché un produit non conforme, ça peut engager très lourdement la responsabilité du fabricant en cas de problème, d'accident. Donc c'est pas juste une question technique, c'est aussi juridique et commercial. Exactement. Et ce qui est frappant, c'est que ça touche quasiment tous les secteurs. L'aéro, l'automobile, le médical, même les produits de grande consommation. Il y a presque toujours une norme qui s'applique et qui demande une preuve de conformité. Et la simulation numérique, c'est devenu un des moyens privilégiés, souvent le plus efficace, pour fournir cette preuve, de manière documentée, traçable. La conformité aux normes, c'est un passage obligé. Et la simulation aide beaucoup pour ça. Mais est-ce que ça s'arrête là? Le texte parle aussi d'anticiper les défaillances. Les contraintes excessives, les déformations, la fatigue du matériau. On peut vraiment
Prédire l'avenir de la pièce comme ça? C'est une expression un peu forte, c'est vrai, mais l'idée est là. Ce n'est pas de la magie, hein, c'est de la physique appliquée. D'accord. La simulation, ça repose sur quoi? Sur la mécanique, la thermique, parfois la dynamique des fluides. Le tout traduit en équations mathématiques que des ordinateurs puissants vont résoudre. Et ça permet de voir, de visualiser avec une précision souvent bluffante comment la pièce va réagir dans ces conditions réelles d'utilisation. Concrètement, on voit quoi? On peut identifier les zones où les contraintes mécaniques sont les plus fortes. C'est là que ça risque de casser, quoi. On voit comment la pièce va se déformer sous les forgés. Et est-ce que ça reste acceptable ou pas? On peut évaluer sa température quand elle fonctionne, simuler sa résistance à des millions de cycles pour éviter la rupture par fatigue. La fatigue, c'est quand ça casse sans prévenir, après un certain temps. C'est ça, c'est souvent insidieux. Le gros avantage de la simulation, c'est de repérer tous ces points faibles potentiels très très tôt dans le processus, quand le design est encore virtuel, facile à changer. Vous auriez un exemple? Prenons un cadre de vélo. On peut simuler les chocs répétés sur une mauvaise route et voir quelles soudures, quels tubes sont les plus stressés et risquent de lâcher après des milliers de kilomètres. Du coup, on peut renforcer ces zones-là avant même de fabriquer le premier cadre. C'est impressionnant comme capacité d'anticipation. Le document parle ensuite de deux autres avantages techniques importants, l'optimisation du poids et de la résistance, Oui. et l'amélioration continue du design. Alors là, j'ai une question. Intuitivement, on se dit, si on allège une pièce, on la fragilise, non? Comment la simulation arrive à faire les deux, alléger et renforcer? C'est une excellente question parce que ça semble paradoxal. Et pourtant, c'est un des trucs les plus spectaculaires que permet la simulation, surtout avec des techniques comme l'optimisation topologique. L'optimisation topologique. Oui, en gros, l'ordinateur aide à trouver la forme optimale de la pièce pour une fonction donnée. Et ce paradoxe apparent, eh bien, il est résolu parce que la simulation analyse très finement comment les efforts circulent dans la matière. D'accord. Elle permet d'identifier les zones de la pièce qui, en fait, ne servent pas à grand-chose pour la résistance, qui sont passives en quelque sorte. De la matière inutile. Exactement. Et ces zones-là, on peut enlever de la matière sans que ça nuise à la performance globale, donc on allège. Et pour renforcer, À l'inverse, la simulation montre très clairement où sont les zones critiques, là où les contraintes sont maximales. Et là, on peut agir, soit on ajoute un peu de matière juste là où il faut, soit on change la forme pour mieux répartir les efforts, soit on utilise un matériau plus résistant à cet endroit précis. malin. C'est crucial dans l'aéro, dans l'automobile, où chaque gramme compte. Et au-delà de cette optimisation initiale, la rapidité de la simulation permet d'explorer plein de variantes de design. On teste virtuellement des dizaines de formes, de matériaux, en quelques jours, alors qu'en physique, ça prendrait des mois et ça coûterait une fortune. Ça nourrit vraiment une amélioration continue, itérative. On comprend bien la puissance de l'outil pour sculpter la matière virtuellement, mais le document apporte une nuance importante. Il nous remène un peu sur Terre à la réalité industrielle. Oui. Il est écrit beaucoup d'entreprises, notamment dans les pièces de rechange automobiles, n'intègrent pas encore cette approche. Alors ça m'a surprise. Si c'est si avantageux, pourquoi tout le monde ne s'y met pas? Qu'est-ce qui peut freiner? C'est un constat important, oui, qui montre que c'est pas encore partout pareil. Le document ne détaille pas toutes les raisons, mais on peut imaginer les freins classiques. Comme quoi, par exemple? Mais déjà, l'investissement de départ. Les logiciels de simulation, les ordinateurs puissants, ça peut être perçu comme cher, surtout pour une PME. Oui, le coût initial. Ensuite, il faut les compétences. Des ingénieurs formés, capables d'utiliser les outils, mais aussi d'interpréter les résultats de manière critique. Une simulation mal faite peut donner de faux résultats. Le facteur humain est clé. Absolument. Et puis, parfois, il y a juste la résistance au changement, des habitudes de travail bien ancrées, une culture d'entreprise moins tournée vers ces outils numériques. D'accord. Mais la conséquence de ne pas adopter la simulation, elle peut être grave d'après le texte. Oui, et là, le document est très clair. L'exemple de Fiat est donné, mais c'est valable pour presque tous les grands groupes. Ça devient quasiment impossible de devenir sous-traitant sans validation mécanique conforme aux normes internationales. C'est une barrière à l'entrée, en fait. Exactement. Ne pas maîtriser la simulation et la validation numérique qui va avec, c'est se fermer la porte de marché très important. C'est ne plus pouvoir travailler avec les grands donneurs d'ordre qui exigent ces preuves de qualité, de fiabilité. Le risque, c'est de se retrouver limité à des marchés moins exigeants ou de perdre petit à petit en compétitivité face aux autres. Donc, si je résume ce point,
Ne pas intégrer la simulation numérique, ce n'est plus juste se priver d'un outil pour faire mieux, c'est carrément risquer sa compétitivité à moyen terme. Oui, c'est ça. C'est risquer de perdre des contrats, de ne plus être dans les listes de fournisseurs, voire de sortir de certains marchés, quoi. C'est tout à fait la conclusion qui ressort. La simulation numérique, ce n'est plus un petit plus à un nice to have. C'est devenu, dans plein de secteurs, un critère de base. Pour être conforme et pour être capable de se battre sur le marché. Une exigence fondamentale. Une exigence fondamentale, oui, pour jouer dans la cour des grands à l'international, mais de plus en plus aussi au niveau national, parce que les standards augmentent partout. Si on relie ça aux grandes tendances de l'industrie, la simulation, c'est une pièce maîtresse de l'industrie 4.0. Ne pas l'adopter, c'est prendre le risque de rater un virage technologique important et de se retrouver sur le côté. Forcément, toute cette évolution, ça a un impact sur les premiers concernés, les ingénieurs. La dernière phrase du document résume bien ça, je trouve. L'ingénieur moderne ne conçoit plus seulement, il valide et optimise selon les exigences normatives. Qu'est-ce que ça change dans leur travail au quotidien? Ça change beaucoup de choses. C'est une redéfinition assez profonde de leur rôle. Avant, on pouvait voir la conception d'un côté et la validation de l'autre, souvent plus tard, avec les essais sur prototypes. Oui, c'était séquentiel. Voilà. Avec la simulation performante, ça change tout. La validation, l'optimisation, ce n'est plus à la fin. Ça devient des activités intégrées, en continu, dès le tout début du processus de conception. Dès les premières idées. Oui, dès les premières esquisses. L'ingénieur doit penser simulation, penser normes, dès le départ. Il utilise ces outils pas seulement pour vérifier si son idée est bonne, mais aussi pour explorer de nouvelles pistes, pour innover, pour repousser les limites, tout en maîtrisant les risques. Ça demande de nouvelles compétences alors. Ah oui, bien sûr, il faut maîtriser les logiciels, mais il faut aussi une très bonne compréhension de la physique derrière les modèles. Il faut savoir analyser les résultats avec un œil critique, et il faut connaître les normes du secteur. Ça pose d'ailleurs la question de la formation, initiale et continue, des ingénieurs pour les préparer à ça. D'accord, c'est une vraie transformation du métier. Alors, si on essaye de synthétiser les points essentiels de notre discussion. Premièrement, la simulation numérique est devenue incontournable en conception mécanique pour optimiser, valider, fiabiliser les produits avant de les fabriquer. C'est ça. Deuxièmement, les avantages techniques sont clairs. La conformité aux normes, l'anticipation des pannes, l'optimisation poids-résistance et l'amélioration continue des designs. Des gains très concrets. Troisième point, l'enjeu industriel est majeur. Adopter la simulation, c'est une question de compétitivité. C'est même souvent une condition pour accéder aux grands marchés internationaux. Un facteur clé, oui. Et enfin, ça transforme le métier d'ingénieur qui intègre maintenant la validation et l'optimisation normative au cœur de la création. Tout à fait. Et si on prend juste un peu de recul, ce qui se passe en mécanique, c'est assez emblématique d'une tendance beaucoup plus large. La digitalisation, la montée en puissance de l'analyse prédictive dans toute l'industrie. Ah oui, Oui, ça montre bien qu'on a de plus en plus besoin de compétences analytiques pointues, de rigueur dans la validation des modèles et de cette capacité à comprendre des systèmes complexes grâce à la modélisation. Savoir modéliser, savoir simuler, ça devient une compétence de plus en plus précieuse, et pas seulement en mécanique d'ailleurs. et ça m'amène à une dernière pensée, une question pour ouvrir un peu la discussion. Au-delà de notre source, si la simulation transforme à ce point la conception d'objets, où est-ce qu'elle pourrait nous amener à repenser complètement notre façon de créer, de prévoir, voire de comprendre le monde? C'est une vaste question. On peut imaginer des applications dans des domaines très différents, non? L'urbanisme, par exemple, simuler les flux de population, l'impact d'un nouveau quartier sur la circulation, sur l'environnement. Oui, ou la gestion des ressources en eau, l'impact du changement climatique. Ou même, pourquoi pas, le développement de médicaments. Simuler l'action d'une molécule au niveau cellulaire, ou encore modéliser des dynamiques sociales, économiques, pour essayer de mieux anticiper des crises, ou tester l'effet de politiques publiques. Les possibilités semblent immenses, en effet. C'est peut-être une des clés pour aborder la complexité croissante du monde qui nous entoure. Ça donne le vertige, mais c'est passionnant. Ça redéfinit potentiellement notre manière d'agir et de comprendre.